Bonjour et bienvenue à ce webinaire sur les liens entre la protection sociale et le renforcement de l'agriculture familiale. Ce webinaire est organisé par l'initiative brésilienne d'apprentissage pour un monde sans pauvreté, aussi connu par son acronyme en anglais WWP pour World Without Poverty. En coopération aussi ce webinaire avec la plateforme web socialprotection.org. Je vous souhaite la bienvenue aussi au nom de nos deux panélistes, Amadou Kana Diop, qui est le responsable des opérations à la Délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale de la présidence de la République du Sénégal, qui est maintenant connecté depuis Dakar, et aussi Darana Souza, qui est agent de protection sociale de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, qui est connecté depuis le siège de la FAO à Rome. Le sujet de notre webinaire aujourd'hui est très intéressant d'un point de vue de formulation des politiques sociales, mais aussi d'un point de vue de la recherche. Il s'agit de comment on peut créer des liens entre les politiques du développement agricole, notamment les politiques ciblant les petits producteurs familiales et les programmes de protection sociale. Et pourquoi est-ce qu'il est intéressant de réfléchir de cette question? Premièrement, les programmes de soutien à la production agricole et la protection sociale, très souvent ciblent des ménages et groupes de la population très similaires. Dans les zones rurales, dans la plupart des pays africains, par exemple, la majorité des habitants sont engagés dans des activités d'agriculture de subsistance. Et comme ça, ils sont bien sûr cibles des programmes agricoles de ces pays. Mais en même temps, ces couches de la population très souvent sont aussi vulnérables ou pauvres. Et comme ça, ils sont des cibles des programmes de protection sociale. Et pour cette raison, il convient de penser comment on peut coordonner ces deux domaines politiques et aussi comment ils peuvent s'influencer mutuellement pour possiblement aussi créer des synergies entre ces deux sphères politiques. Et le premier objectif de notre webinaire aujourd'hui, c'est précisément de discuter sur la relation entre ces deux domaines. Mais il y a aussi un deuxième objectif, et c'est de discuter comment le Brésil a été une référence pour les pays africains en créer ces liens entre la protection sociale et l'agriculture familiale, et aussi comment le Brésil pourrait servir comme une référence pour ces pays dans l'avenir. Et la raison pour poser cette question, c'est que le Brésil a mis en place des divers politiques sociaux qui font ce lien déjà entre l'agriculture et la protection sociale. Et la coopération brésilienne dans les années passées a aussi visé à soutenir des programmes similaires qui font ce lien entre agriculture et protection sociale en Afrique. Et un de ces exemples, c'est le programme PA Afrique, dont on va encore parler plus en détail au cours de ce webinaire. Mais d'abord, je voudrais aussi présenter nos deux panélistes qui vont nous donner des présentations. C'est d'abord Amadou Kana Diop. Il est le responsable des opérations à la Délégation générale à la protection sociale du Sénégal. Amadou est titulaire d'un master en sociologie appliquée à l'évaluation des politiques publiques de l'Université de Tours en France, et il détient aussi un master 2 en communication de l'Université de Lyon. Amadou, il est un véritable expert dans les deux champs, dans la protection sociale et aussi dans le développement agricole. Amadou a travaillé à la Fédération africaine des acteurs du commerce des intrants agricoles au Mali et était le secrétaire exécutif de cette organisation. Et après, il a aussi travaillé avec l'évaluation d'un programme du ministère de l'Agriculture du Sénégal qui s'appelle Services agricoles et organisation des producteurs. Alors, il a vraiment beaucoup d'expérience avec les programmes appuyant les petits producteurs. Et de l'autre côté, bien sûr, avec son travail actuel à la délégation générale à la protection sociale du Sénégal, il a aussi accumulé beaucoup d'expérience avec la protection sociale.
Et notre deuxième panéliste est Dharana Souza. Dharana est titulaire d'un master en développement durable et agriculture et d'une licence en sciences sociales. Elle a plus de 10 ans d'expérience travaillant avec les politiques sociales, le développement durable et la sécurité alimentaire. Dharana est brésilienne et elle a aussi travaillé pour le ministère du Développement social et combat contre la faim à Brasilia et aussi pour le ministère du Développement agricole au Brésil. Elle a coordonné aussi des projets de collaboration entre le Brésil et l'Afrique, y compris avec le Sénégal. Et pour ça, Dharana est aussi dans une excellente position de parler un peu plus sur le rôle des politiques sociales brésiliennes en Afrique et aussi comment le Brésil a servi comme une référence pour ces pays. Après, Dharana a aussi travaillé dans de nombreuses agences des Nations Unies, entre autres le PAM, l'IPC, le Centre international de politique pour la croissance inclusive. Et maintenant, comme j'ai déjà mentionné, elle est agent de protection sociale au siège de la FAO à Rome. Alors, bienvenue Dharana et Amadou, et un grand merci à vous deux pour la disponibilité de partager votre grande expérience en matière de protection sociale et de l'agriculture avec nous aujourd'hui. Juste quelques mots sur le déroulement du webinaire. On va commencer avec une présentation d'environ 30 minutes d'Amadou Kana Diop sur l'agriculture et la protection sociale au Sénégal. Après, on aura des commentaires et une présentation de Dharana Souza, aussi environ de 25-30 minutes. Et après, on aura encore plus ou moins une demi-heure pour un débat ouvert où les questions de tous les participants de ce webinaire peuvent être répondues. Et en ce sens, je vous invite aussi à poser vos questions à tout moment du webinaire. Vous pouvez utiliser la fonction question ou la fonction chat que vous voyez sur la barre latérale du GoToWebinar à Control Panel. Vous devrez voir ça à votre droite. Là, il y a une fonction question et une fonction chat. Vous pouvez envoyer vos questions dans le chat ou seulement aux organisateurs ou aussi à tout le monde. Mais de toute façon, ça va être noté par l'équipe du Social Protection.org à Brasilia. Et après, on va essayer de répondre à toutes les questions. Si ce n'est pas possible, on va faire une priorisation, mais l'idée c'est d'après avoir la possibilité de répondre par écrit les questions qui ne pouvaient pas être répondues pendant le webinaire. Mais alors, déjà pendant les présentations, n'hésitez pas à partager vos questions en utilisant cette fonction. Avant de commencer, laisser la parole à Amadou. Juste quelques mots sur le WWP et le socialprotection.org qui ont organisé ce webinaire et qui nous appuie aussi techniquement aujourd'hui. Le WWP est une initiative conjointe de la Banque mondiale, du Centre international de politique pour la croissance inclusive, de l'Institut de recherche en économie appliquée du Brésil, IPEA, et le ministère du Développement social et agricole au Brésil. Et l'objectif de cette initiative est de diffuser l'expérience du Brésil en matière de protection sociale au niveau global. Et le site socialprotection.org qui nous accueille aujourd'hui est une plateforme web consacrée à l'échange des expériences en protection sociale. Elle est ouverte pour tout le monde, c'est gratuit et le site offre un large éventail de ressources sur la protection sociale qui peuvent être intéressantes pour les praticiens en protection sociale et aussi pour les chercheurs. Alors si vous ne la connaissez pas encore, je vous invite d'explorer la plateforme socialprotection.org aussi comme la plateforme de l'initiative pour le Brésil sans pauvreté. Et l'équipe du WWP et du Social Protection.org sont connectés depuis Brasilia aujourd'hui et nous fournissent avec leur appui technique et organisationnel. Alors si vous avez une question, vous pouvez toujours entrer en contact avec cette équipe.
Maintenant, je voudrais laisser la parole à Amadou pour la présentation avec le titre Protection sociale et résilience des petits exploitants familiaux, le cas du Sénégal. Merci Amadou et une bonne présentation. Merci Mario. Bonjour à tous. Je suis content d'être avec vous pour ces moments d'échange et surtout pour parler de la politique de protection sociale du Sénégal en relation avec l'agriculture familiale. Alors, ma présentation va concerner une dizaine de points. D'abord, je vais vous parler du contexte général qui permet de mettre en place des politiques de protection sociale. Je vais vous parler des documents de politique qui fondent la protection sociale, qui fondent également l'appui à l'agriculture familiale. Ensuite, je vais vous parler de l'articulation entre les stratégies sectorielles et la politique nationale que nous menons ici au Sénégal. Nous ferons un point également sur la stratégie nationale de protection sociale du Sénégal en lien avec le programme Sénégal émergent qui structure l'ensemble des politiques publiques de notre pays. Ensuite, je ferai un focus sur les piliers de la stratégie nationale de protection sociale du Sénégal pour mieux vous présenter le programme national de bourse de sécurité familiale qui est le programme phare en matière de protection sociale au niveau du Sénégal. Après cela, je vous parlerai de la stratégie de résilience que nous avons développée au Sénégal et je ferai un focus sur le projet d'achat locaux d'aliments, PAA. Et je terminerai par les enjeux et les perspectives au niveau de notre pays. Donc, sur le contexte, le Sénégal, en fait, est un tout petit pays. Nous sommes un peu moins de 14 millions d'habitants, avec 52% de femmes. Et en 2013, nous avions un taux de croissance de 2,2%. En 2015, le taux de croissance a augmenté et a atteint les 5%. Il faut aussi préciser que 55% de la population sénégalaise vit en milieu rural et que la pauvreté a stagné durant ces 10 dernières années. Les dernières statistiques montrent que 46,7% de la population du Sénégal vit dans la pauvreté et que 80% de la population est sans couverture sociale, sans protection sociale donc. Il faut mettre tout cela en parallèle avec l'exploitation familiale, donc les agriculteurs familiaux, qui occupent 95% des terres agricoles. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la pauvreté est plus dense en milieu rural et qu'elle touche spécifiquement les populations agricoles, notamment les exploitants agricoles familiaux. C'est pourquoi, depuis un certain nombre d'années, depuis 2012, avec le changement de régime, plusieurs politiques ont été élaborées pour permettre de prendre en compte, pour permettre la prise en compte, de la pauvreté en milieu rural, pour permettre également de développer une stratégie de protection sociale qui pourra assurer la couverture maladie, qui pourra assurer une protection sociale efficace, notamment pour les groupes vulnérables. Donc, parmi ces politiques, next slide, il y a le programme Sénégal émergent. Le programme Sénégal émergent, on va le préciser tout à l'heure, a été élaboré jusqu'en 2035 pour structurer l'ensemble des politiques publiques au Sénégal. Il y a également la stratégie nationale de protection sociale qui a été élaborée en 2005 et qui a été réactualisée en 2015. La validation technique a été effectuée il y a 6 mois et la validation politique est sera bientôt faite. Il y a également la stratégie nationale de sécurité alimentaire et de résilience qui a été élaborée en 2016 et validée techniquement et politiquement. Donc, qui va structurer l'ensemble des politiques, l'ensemble des projets et programmes que nous menons au Sénégal en matière de résilience et de sécurité alimentaire.
À côté de tout cela, il y a la loi d'orientation agro-silvopastorale qui fonde la stratégie de développement agricole qui appuie également les exploitants agricoles familiaux. La loi d'orientation agro-silvopastorale a été élaborée en 2004, mais ce qu'il faut préciser dans cette loi, c'est qu'elle a été réalisée, élaborée d'un commun accord avec les organisations de producteurs, avec la société civile, avec toutes les couches de la population. Et il a fallu un peu plus de 2 ans pour arriver à l'élaboration de cette loi et à sa validation politique. Prochaine slide. Maintenant, je voulais, à travers ce schéma, vous parler du programme Sénégal émergent. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le programme Sénégal émergent a été validé en 2013-2014 pour structurer et mettre en cohérence toutes les politiques publiques que nous développons au Sénégal. Il est basé sur 2 axes. Le premier axe, c'est la transformation structurelle de l'économie et la croissance. Le deuxième axe, c'est capital humain, protection sociale et développement durable. C'est dire que depuis 2012, la politique nationale du Sénégal donne une importance capitale à la protection sociale et fait le lien avec le développement du capital humain, mais également avec le développement durable. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'au Sénégal, nous essayons de mettre en place un socle de protection sociale qui sera en lien avec toutes les autres politiques que nous menons. Le socle de protection sociale est composé globalement de 3 branches. Il y a le registre national unique, donc c'est un instrument de ciblage qui doit servir d'outil de référence et de porte d'entrée pour la mise en cohérence des différentes interventions en faveur des populations vulnérables. Il y a le programme national de bourse de sécurité familiale qui vise à donner un cash transfert aux populations qui sont en situation d'extrême pauvreté. Et la 3e branche concerne la synergie que nous essayons de développer avec toutes les autres politiques publiques en matière de développement agricole et de protection sociale. Prochaine slide. C'est dire qu'il y a un lien étroit entre la stratégie nationale de protection sociale et le programme Sénégal émergent. L'idée, c'est d'arriver à un renforcement de la sécurité sociale des travailleurs et des retraités, mais surtout d'améliorer les conditions socio-économiques des groupes vulnérables. Vous vous rappelez de ce que je vous ai dit tout à l'heure, 46,7% de la population sénégalaise est en situation de pauvreté. Il y a également l'extension de la protection sociale au secteur informel et aux groupes vulnérables. Donc, c'est ces 3 aspects qui font le lien entre la stratégie nationale de protection sociale et le programme Sénégal émergent. Prochaine slide. Maintenant, je vais vous parler rapidement de la stratégie nationale de protection sociale. L'objectif, c'est de mettre en place un système de protection sociale qui permet d'assurer la prévention et la réponse aux chocs et catastrophes. Un deuxième objectif, c'est de mettre en place un dispositif efficace de coordination. Et tel que nous le voyons au Sénégal, c'est l'utilisation d'un registre national unique. Le registre national unique est une base de données qui contient toutes les informations et toutes les caractéristiques socio-économiques des populations qui sont en situation de pauvreté. La façon dont nous travaillons pour mettre en place ce registre national unique, c'est sur la base d'un ciblage géographique. Avec l'Agence nationale de la statistique, nous faisons un ciblage géographique en nous basant sur l'incidence de la pauvreté et sur le poids démographique pour donner un quota à chaque région. Les 14 régions du Sénégal, chacun a un quota par rapport à son niveau de pauvreté. Une fois que les quotas sont déterminés, nous faisons ce qu'on appelle un ciblage communautaire. C'est ça qui fait la spécificité en fait du registre national unique. Les populations qui sont enregistrées dans le registre national unique sont pré-identifiées par la communauté, c'est-à-dire via le ciblage communautaire.
Très rapidement, la façon dont ça se passe, c'est que dans chaque village et dans chaque quartier, il y a un comité qui est créé. Et dans ce comité, on essaye d'avoir les gens qui sont représentatifs en fait de la communauté. C'est le chef de village ou le chef de quartier, c'est le représentant des femmes, des jeunes, c'est le représentant des associations, etc. Et ce sont ces derniers qui se réunissent et qui pré-identifient ceux parmi eux qui sont en situation de pauvreté. Une fois que le ciblage communautaire est réalisé, nous travaillons avec toujours l'ANSD pour mener des enquêtes pour connaître la caractérisation, pour faire la caractérisation socio-économique des populations qui sont pré-identifiées. Et sur la base de 18 variables, nous faisons une enquête qui est très approfondie pour bien cerner la pauvreté de ces populations. Les variables, ça va bien entendu de l'habitat, de l'assainissement, la santé, en passant par l'éducation, l'agriculture, les moyens d'existence, etc., etc. Une fois que l'enquête est terminée, maintenant, nous pensons en fait à ce qu'on appelle le scoring. Le scoring permet de faire le classement des populations selon leur niveau de vulnérabilité. Et c'est in fine cette base de données-là qui est consignée dans le registre national unique, qui permet maintenant de donner des informations exactes aux autres projets, programmes de protection sociale et de développement agricole pour mener sur la base d'enquêtes complémentaires des activités en faveur de ces populations vulnérables. J'ai préféré m'attarder sur le registre national unique parce que c'est vraiment l'outil de coordination et c'est l'outil d'entrée pour les autres projets, programmes et qui permet de faire le lien entre la protection sociale et l'agriculture familiale. Dans les piliers de la SNPS, il s'agit également de garantir une allocation sécurisée et durable des ressources financières. La façon dont nous le faisons, dont nous voulons le faire au Sénégal, c'est d'élaborer et de mettre en œuvre une loi d'orientation. Et cela permettra en fait de stabiliser et de sécuriser les politiques que nous sommes en train de mener au niveau du Sénégal. Un dernier point qui est fondamental, c'est le dialogue des politiques. Le gouvernement du Sénégal élabore ses politiques publiques, mais il faut également qu'il y ait un dialogue avec les ministères sectoriels, il faut un dialogue avec les partenaires techniques et financiers pour l'internalisation de ces politiques, pour la coordination, mais également pour le suivi et évaluation des activités qui sont basées sur ces politiques. Prochaine slide. Maintenant, tout ce dont je viens de vous parler, c'était pour vous expliquer un tout petit peu le contexte du Sénégal et l'ensemble des mesures et politiques publiques que nous avons mis en place pour lutter contre la pauvreté et pour avoir une cohérence entre l'agriculture et la protection sociale. Je vais maintenant faire un focus sur le programme national de bourse parce que c'est le programme phare que nous menons depuis 2012 pour sortir les populations vulnérables de la pauvreté. Le programme national de bourse vise donc à contribuer à la réduction de la vulnérabilité face au choc et à la perte de revenus et au rétablissement des capacités productives et éducatives et à la création d'opportunités économiques pour les populations vulnérables. Le programme poursuit 4 objectifs spécifiques. La première, c'est de mettre à disposition de 300 000 ménages qui sont en situation d'extrême pauvreté, un cash transfert de 25 000 francs tous les trimestres pendant 5 ans. Au-delà du cash transfert, nous visons un changement de comportement. C'est pour ça que nous avons mis en place 3 conditionnalités qui concernent l'inscription et le maintien des enfants à l'école, tout cela pour lutter contre la transmission intergénérationnelle de la pauvreté et booster l'éducation au niveau du pays. La deuxième conditionnalité, c'est inciter les ménages bénéficiaires à la tenue régulière du carnet de vaccination des enfants qui sont âgés de 0 à 5 ans. Et la troisième contrepartie que nous demandons aux ménages bénéficiaires, c'est d'assurer l'enregistrement à l'état civil de tous les membres du ménage qui bénéficient de la bourse de sécurité familiale. Donc, depuis 2012, nous travaillons sur le programme national de bourse de sécurité familiale et actuellement, nous sommes
à 300 000 ménages qui sont enrôlés dans le PNBSF et qui sont intégrés au système de protection sociale qui a été mis en place. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y a un paquet de services en fait que nous mettons à disposition des populations qui sont enrôlées dans le programme national de bourse. Il y a le cash transfert, il y a également l'accompagnement pour la santé, l'éducation et l'état civil. Et l'accompagnement pour la santé, plus précisément, se fait par l'enrôlement de ces populations dans la couverture maladie universelle. Dès que vous êtes bénéficiaire du programme national de bourse, le programme de couverture maladie universelle vous enrôle et vous permet de vous rapprocher des structures sanitaires et d'avoir une gratuité des soins pour certains aspects, notamment la césarienne, notamment pour les enfants qui sont âgés de 0,5 ans, et pour les personnes qui sont âgées. Il faut également préciser que dans le cadre du programme national de bourse, les bénéficiaires de cartes d'égalité des chances, donc c'est-à-dire les populations qui souffrent d'un handicap, sont enrôlés dans le programme national de bourse. Donc si vous êtes handicapé et que vous êtes titulaire de la carte d'égalité des chances, le programme de bourse vous enrôle et vous dote d'un cash transfert de la même façon qu'on le fait avec les populations qui sont en situation d'extrême pauvreté. Prochaine slide. À travers la mise en œuvre du programme national de bourse, nous voulons permettre aux populations qui sont en situation de pauvreté de se relever avec le cash transfert, mais également de s'insérer dans le circuit, dans le tissu socio-économique du Sénégal. Donc le cash transfert permet la réduction de la vulnérabilité et permet de faire face au choc et à la perte de revenus. Ça aide le ménage à ne pas décapitaliser en quelque sorte, à ne pas mettre de l'argent, voyez, dans des activités liées, dans des dépenses liées à la santé ou à autre chose, mais plutôt d'investir dans l'éducation des enfants. Les évaluations que nous avons menées jusqu'à présent nous montrent que, au-delà de l'investissement dans l'éducation des enfants, dans l'alimentation de la famille, les ménages qui sont bénéficiaires du programme national de bourse investissent également et rétablissent en fait des capacités productives. Ils ont également la possibilité de mettre en place des activités génératrices de revenus. Au-delà de ces deux aspects, il y a également un renforcement de capacité et une formation qui est menée sur la base de groupements qui sont créés par ces bénéficiaires-là pour s'insérer et pour mettre en place des activités génératrices de revenus. C'est pour ça que nous pensons que le programme national de bourse permet l'autopromotion des bénéficiaires de cash transfert. Et au-delà du cash transfert et au-delà de la façon, la structuration, l'organisation des bénéficiaires, la Délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale a développé un partenariat avec les projets, programmes des ministères qui s'occupent du développement agricole et rural, notamment le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Élevage. L'idée, c'est de permettre l'enrôlement des populations bénéficiaires de programmes de bourse, mais également des populations qui sont enregistrées dans le RNU, donc considérées comme étant pauvres, l'enrôlement de ces individus-là par les programmes, projets et programmes du ministère de l'Agriculture. Donc actuellement, nous sommes à 8 partenariats avec ce ministère-là qui a permis d'enrôler les bénéficiaires et de leur doter de poulaillers, de les doter de bergeries, mais également de les former à développer une agriculture familiale au niveau de la famille. Donc c'est comme ça en fait que nous voyons le PNBSF, la connexion entre le programme national de bourse et les projets qui sont développés par le ministère de l'Agriculture ou le ministère de l'Élevage. Tout cela, l'objectif, c'est vraiment de permettre l'autopromotion et de permettre l'insertion socio-économique des ménages qui sont bénéficiaires. Prochaine slide. Dans nos activités, nous faisons également une capitalisation.
Nous travaillons sur la capitalisation de tout ce que nous faisons et les deux slides que vous voyez sont des brochures qui capitalisent un partenariat que nous avons eu avec le projet Helen Keller International, l'ONG Helen Keller International, qui a mis en place un projet qui s'appelle Change, donc un projet pour la nutrition et la résilience des ménages. Tout simplement, ce qui a été fait dans le cadre de ce partenariat, c'est d'enrôler les ménages bénéficiaires et de les appuyer à développer une agriculture familiale, donc du micro-jardinage, mais également de l'aviculture. Au-delà de ces deux aspects-là, il y avait également des séances de formation, des séances de sensibilisation pour pratiquer ces deux activités-là. Donc nous l'avons mené à Guédiawaye, donc dans la banlieue de Dakar. Et ce que nous avons remarqué, c'est que ça a suscité en fait des vocations. Les bénéficiaires qui ont été dotés de poulaillers et de tables de micro-jardinage ont développé des activités similaires et ont renforcé en fait le paquet productif qu'ils ont reçu. Au-delà de ça, au niveau du voisinage également, nous avons remarqué que ces bonnes pratiques ont été adoptées par les voisins des bénéficiaires de ce paquet de services-là. Donc, il y a un effet stimulateur aussi bien au niveau de la famille qu'au niveau du voisinage, donc du quartier, au niveau du voisinage, qui ont eu à voir que c'était en fait des activités très simples à faire et qui avaient des effets assez intéressants sur la nutrition des enfants, mais également sur l'économie des ménages. Prochaine slide. Je vais maintenant vous parler très rapidement de la stratégie de résilience que nous développons au Sénégal. Elle est basée globalement sur la stratégie nationale de sécurité alimentaire et résilience au Sénégal, mais également sur les activités de l'Alliance globale pour l'initiative de résilience au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Cette stratégie de résilience-là a été développée au niveau sous-régional en collaboration avec tous les partenaires techniques et financiers, notamment le SILF et l'Union européenne. Et l'idée, c'était en fait, dans les projets et programmes que nous menons au niveau de nos pays, de faire de telle sorte qu'il y ait une cohérence pour la sécurité alimentaire, la production agricole, mais également la protection sociale. Faire de telle sorte que les projets soient élaborés en prenant en compte ces trois aspects. Mais ne plus avoir un projet qui s'intéresse tout simplement à la production agricole ou un projet qui s'intéresse tout simplement à la sécurité alimentaire ou un autre projet qui prend en compte seulement la protection sociale. Mais un projet qui, dans son élaboration, dans sa structuration, permet de prendre en compte ces trois aspects. Donc, après toutes les réflexions qui ont été menées, il y a eu 4 piliers qui ont été définis. Et maintenant, chaque pays devait, à son niveau, travailler pour sortir les priorités de résilience. Au niveau du Sénégal, la façon dont nous avons travaillé, c'est que chacun des piliers a fait l'objet d'une analyse approfondie. Il y a un groupe de travail pour chaque pilier qui a été mis en place. Et ces groupes de travail ont fait une réflexion approfondie pour connaître la politique, pour bien connaître les documents de politique, mais également les documents de projet et de programme, les analyser pour voir si c'était des projets ou programmes résilients et faire des propositions de solutions. Ce travail-là nous a pris à peu près 14 mois. Et au niveau du Sénégal, ce qui a été proposé pour le pilier 1, c'est l'amélioration de la protection sociale des communautés et ménages vulnérables pour une sécurisation de leurs moyens d'existence. Et les axes que nous avons proposés, c'est l'utilisation du registre national unique, comme je l'ai indiqué au début, qui va maintenant être l'outil de référence et la porte d'entrée pour tous les projets et programmes qui s'occupent de pauvreté. C'est également l'adhésion des agriculteurs à la couverture maladie universelle, le développement de l'assurance agricole et la promotion de mesures d'atténuation des chocs dans les projets et programmes. Et le dernier point concerne la coordination du secteur de la protection sociale. Donc le pilier 1 qui concernait la protection sociale
des agriculteurs familiaux. C'est ces 4 aspects-là que nous allons développer dorénavant dans tous les projets, programmes de résilience au Sénégal. Ce pilier 1 est bien entendu en connexion et en cohérence avec les 3 autres piliers, donc le renforcement de la nutrition, l'amélioration durable de la productivité agricole et alimentaire, et le dernier pilier qui est le renforcement de la gouvernance de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Prochaine slide. Cette stratégie de résilience-là, elle trouve son fondement, elle trouve un exemple. L'exemple du projet d'achat locaux d'aliments permet de montrer comment la stratégie de résilience est mise en œuvre au Sénégal. Donc, c'est de cela que je vais vous parler dans le prochain slide. L'objectif du projet d'achat locaux d'aliments, c'était d'accroître la productivité agricole, améliorer l'accès des exploitants agricoles familiaux et leur résilience, mais également la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages vulnérables. Et le point le plus important, l'un des points les plus importants, c'était également de faire une connexion avec les cantines scolaires. Donc, permettre à travers la production locale d'alimenter les cantines scolaires pour accroître, pour améliorer la nutrition des enfants qui fréquentent l'école, mais également améliorer le taux de fréquentation des écoles. Nous avons commencé au Sénégal dans une petite région, dans une région avec un projet pilote à Kédougou. Donc, nous avons fait une phase test. Et la phase test a été accompagnée par les partenaires techniques et financiers, notamment la FAO et le programme, le PAM, le Programme alimentaire mondial, qui ont accompagné ce projet. Mais ce qu'il faut surtout préciser dans les leçons apprises, c'est qu'il y a eu un partenariat entre les différents ministères sectoriels. Donc, je pense au ministère de l'Éducation, qui s'occupe des cantines scolaires, je pense au ministère de l'Agriculture, je pense à la délégation générale à la protection sociale. Donc, le projet a permis aux différents acteurs des ministères sectoriels de se mettre sur une table, de discuter et de travailler ensemble. Cela a permis également un accompagnement de proximité des exploitants agricoles familiaux. Ils ont été appuyés en intrants agricoles, ils ont été appuyés en machinisme agricole. Ils ont également reçu des formations pour acquérir des bonnes pratiques. Et cela s'est manifesté par une hausse de la production. Maintenant, à Kédougou, des gens qui avaient une production de 400-500 kg à l'hectare atteignent facilement la tonne à l'hectare de production de riz. L'autre aspect, c'est qu'il y a un développement des cantines scolaires et de l'éducation que nous avons observé dans la phase pilote, donc à Kédougou. Il y a également une complémentarité avec les autres programmes du gouvernement. Je pense au projet PADAER, qui a permis en fait de doter, avec le ministère de l'Agriculture, d'intrants, de doter les agriculteurs familiaux d'intrants et également de les accompagner pour tout ce qui est machine agricole, de les accompagner dans la formation et de les accompagner également dans la commercialisation de leurs produits. Quand nous avons fait la phase test à Kédougou, nous avons également fait une extension de la phase test pour vraiment s'assurer que le projet était viable, que le projet était durable. Et toutes les analyses que nous avons menées, toutes les évaluations que nous avons menées ont montré que ce projet-là est viable, que ce projet est durable, également que ce projet avait des résultats bénéfiques pour l'agriculture, pour les agriculteurs familiaux, pour la nutrition des enfants qui sont scolarisés et avait surtout permis aux différents acteurs de travailler ensemble, ce qui est parfois relativement difficile dans la plupart de nos pays. Donc les résultats satisfaisants du projet nous poussent le gouvernement du Sénégal à prévoir une extension. Donc dorénavant, 6 régions seront concernées
donc la région de Saint-Louis, la région de Matam, de Kédougou, de Sédhiou et de Ziguinchor. Mais l'objectif principal, c'est de continuer sur la base des mêmes procédures, de continuer le même système, donc de faire une connexion entre l'agriculture familiale et les cantines scolaires en appuyant les agriculteurs familiaux pour qu'ils acquièrent de bonnes pratiques, pour qu'ils acquièrent des intrants agricoles, pour qu'ils acquièrent la formation adéquate, mais également pour qu'ils puissent commercialiser leurs produits convenablement et, in fine, arriver à développer les cantines scolaires et de les alimenter via la production locale. Donc, telle est globalement la façon dont nous avons mené le projet d'achat locaux, donc le PA, qui nous a valu beaucoup de satisfaction. Je vais terminer par les enjeux et perspectives et expliquer davantage la façon dont nous voyons la mise en cohérence entre la protection sociale et l'agriculture familiale. Le premier aspect, c'est que sur la base de la stratégie nationale de protection sociale, nous voulons avoir une stratégie intégrée. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, une stratégie intégrée qui permet de faire du cash transfert, d'assurer la santé des populations qui sont en situation de vulnérabilité, donc connexion entre la bourse de sécurité familiale et la couverture maladie universelle. Le deuxième aspect, c'est le renforcement des alliances stratégiques. Alliances stratégiques avec les ministères, les principaux ministères qui travaillent dans le développement agricole et rural. Ministère de l'Agriculture, ministère de l'Élevage, de la Pêche, ministère de l'Environnement, etc. Ces alliances stratégiques-là permettront, sur la base du registre national unique, d'enrôler immédiatement les populations qui sont en situation de pauvreté et de les insérer dans le circuit productif. Nous avons également développé un partenariat avec les collectivités locales et les organisations communautaires, donc la société civile, pour accompagner les projets et pour également permettre une pérennisation de ces projets-là, mais pour également les internaliser au niveau de la communauté. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, le registre national unique, la spécificité, c'est qu'il y a un primat de la pré-identification qui est réalisé par la communauté via les comités de village et de quartier. Nous voulons également, avec les alliances stratégiques, avoir une ouverture avec les structures de recherche, avec les autres partenaires, pour l'accompagnement dans la prospective, mais également réaliser des évaluations à mi-parcours pour réorienter aux besoins les activités que nous menons. Le troisième aspect concerne le renforcement de la résilience économique. Donc là, nous sommes en train de développer des projets intégrés d'autonomisation des femmes, des projets intégrés d'autonomisation des ménages. L'idée, c'est à travers le RNU, à travers le programme national de bourse, de mettre en place d'autres projets qui permettent l'inclusion socio-économique des ménages. Je pense au ministère de la Famille qui, via le PRODES, donc développe des bourses économiques qui sont attribuées aux ménages qui sont dans le registre national unique ou qui bénéficient de cash transfert. Donc tout cela en fait aide à la résilience économique des ménages. Et le troisième aspect, c'est le quatrième aspect, c'est le renforcement du système national de protection sociale. La façon dont nous voulons le mener, c'est déjà la mise en place de la caisse autonome de protection sociale. La caisse autonome de protection sociale va permettre le financement de tous les projets de protection sociale sur la base d'un contrat de performance. Donc l'étude de projet a été faite, les documents ont été validés, il ne reste maintenant que le décret pour la création de cette caisse autonome de protection sociale. Et cela va permettre, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur la base d'un contrat de performance, d'assurer le financement de tous les projets programmes de protection sociale.
Donc, le registre national unique, bien entendu, qui revient toujours comme étant l'outil de référence, comme étant la porte d'entrée. Le registre national unique est connecté à un système d'information et de gestion qui permettra de faire la cohérence et d'assurer le suivi de tous les projets programmes qui s'activent pour réduire la pauvreté, qui s'activent dans le développement des capacités productives des populations qui sont en situation de vulnérabilité. Donc ce FIG-là va in fine nous permettre d'assurer la coordination des politiques publiques, mais nous aidera également à assurer un suivi convenable de la politique de protection sociale que nous menons en cohérence avec l'agriculture familiale. Voilà, mesdames et messieurs, les différents éléments que je voulais partager avec vous. Et je suis disponible pour éclaircir ou répondre à vos questions. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Amadou pour cette présentation très intéressante. Elle a vraiment montré comment le Sénégal est déjà en train de faire ces liens entre la protection sociale et l'agriculture, aussi comment la coopération entre les différents ministères qui est nécessaire pour une telle coopération est déjà en place. Et je suis curieux déjà pour une discussion avec le public de ce webinaire et les participants de ce webinaire aussi pour en savoir encore plus après. Mais avant, je voudrais déjà inviter Darana Souza, notre deuxième panéliste, à nous donner sa présentation. Comme j'ai mentionné, Darana, elle travaille à la FAO, à Rome. Comme ça, je crois qu'elle peut aussi nous donner un peu le point de vue des organismes internationaux sur la question des liens entre la protection sociale et l'agriculture, et aussi parler un peu plus sur le rôle que le Brésil peut jouer dans la coopération sud-sud, surtout en matière de cet échange et de créer les liens entre la protection sociale et l'agriculture. Alors, Darana, s'il vous plaît. Merci, bonjour à toutes et à tous. Je voudrais tout d'abord remercier l'invitation et remercier l'opportunité de parler de ce thème qui est tellement important pour la FAO, qui est le lien entre la protection sociale et l'agriculture familiale. Je remercie aussi tous les présents dans ces webinaires. Et c'est un plaisir pour moi de faire cette présentation après Monsieur Diop, donc en partageant avec la délégation générale à la protection sociale du Sénégal. C'est toujours très impressionnant, le Sénégal, à chaque fois que je vous entends, vous avez déjà fait un pas en avance, donc c'est très bien, félicitations. Donc on ira directement à la présentation et on va se concentrer sur l'écran de la présentation. Bon, et on peut voir déjà le prochain écran. La présentation, elle est organisée autour de trois questions. Donc la première question, comme on discute ici le cas du Sénégal, le cas du Brésil, mais aussi possiblement lors de la discussion le cas d'autres pays, surtout en Afrique subsaharienne, comme souhaite le webinaire, on a pensé que c'était important de faire un bref contexte sur pourquoi lier la protection sociale et l'agriculture familiale, en vous donnant surtout des données qui viennent de la documentation et en parlant un petit peu des engagements politiques dans la région et la sous-région. Après, on va passer à comment lier la protection sociale et l'agriculture et après, finalement, parler du cas brésilien, comment le Brésil a fait ce lien, tant d'un point de vue de politique publique et d'un point de vue de programme. Donc voilà, on peut continuer au prochain écran. Bon. Et pourquoi donc lier les prochains, s'il vous plaît? Merci. Donc pourquoi lier la protection sociale et l'agriculture familiale? Bon. La pauvreté, comme a dit aussi M. Diop, elle est surtout concentrée au milieu rural, parmi les petits exploitants familiaux.
On sait qu'à peu près 900 millions de personnes vivent en extrême pauvreté, dont la grande majorité, donc les 3/4, sont dans les zones rurales et qui dépendent en grande mesure, même que 2 fois partiellement, de l'agriculture. Bon, ces petits exploitants familiaux, ils ont beaucoup de défis qu'on connaît bien dans le domaine, peu de terres, peu d'animaux, peu d'accès aux technologies, etc. Et donc, les interventions agricoles, bien qu'elles soient très importantes et nécessaires, elles sont des fois insuffisantes pour lutter contre la pauvreté rurale et augmenter la production, puisque ces ménages, ils sont confrontés à des décisions qui sont très liées, par exemple des décisions entre la consommation et l'investissement. C'est très difficile de prendre des risques et d'investir quand on n'a pas, par exemple, nos besoins en consommation déjà assurés. Donc, voilà, on peut voir le prochain écran. Voilà où entre la question de la protection sociale. La protection sociale a démontré avoir des effets très positifs pour ces publics. On a en général une quantité de documentation, donc d'évidence importante venant de l'Amérique latine, surtout de l'Afrique subsaharienne et de plus en plus de l'Asie sur les effets positifs de la protection sociale en général. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails, mais je vais parler de certains qui sont très importants aussi pour le public dont on parle aujourd'hui, donc l'agriculture familiale. Bon, une augmentation importante des investissements dans la production. Je vais parler un petit peu plus de cela après aussi. On ne voit pas de réduction dans l'effort de travail. Au contraire, ce qu'on voit, c'est une réallocation du travail à l'intérieur de la famille, ce qui dans le cas de l'agriculture familiale est très importante, puisqu'on voit souvent le retour de personnes qui vendaient leur force de travail à leur propriété pour travailler leur propriété et donc ayant des effets très positifs sur leur production. Des contributions positives au niveau des communautés et des économies locales. On va voir cela un peu plus en détail aussi. La protection sociale, elle aide les ménages à gérer et à prendre des risques. Donc, ils ont plus d'accès à l'épargne, ils ont une liquidité plus constante. Ça a des effets à long terme sur l'amélioration du capital humain et ici surtout en ce qui concerne l'éducation, la santé, l'accès à l'eau et à l'assainissement. Une réduction importante dans l'insécurité alimentaire. Ici, on parle de 4 piliers de l'insécurité alimentaire, donc la disponibilité d'aliments, l'accès aux aliments, l'utilisation des aliments et aussi la stabilité de 3 piliers précédents et aussi des effets positifs sur les déterminants de la nutrition. Ayant des systèmes de protection sociale en place facilite la réaction en situation de crise puisqu'on peut se bâtir sur ce système-là. Et puis aussi, on a une augmentation de l'autonomisation de femmes importante dans plusieurs niveaux en ce qui concerne le contrôle sur les ressources, les prises de décisions, etc. Bon, tout cela a donc un contexte très positif pour notre public de la protection sociale. Je vais parler un petit peu plus des aspects liés à la production. Donc, si vous pouvez, si on peut aller au prochain slide. Voilà. Donc là, et la FAO a contribué à cela en partenariat avec l'UNICEF dans le contexte du projet de la protection à la production, le P2P, et a fait des évaluations d'impact dans 7 pays en Afrique subsaharienne pour voir principalement quels sont les impacts au niveau productif des ménages, mais aussi au niveau des communautés. Bon, ici, je vous donne 2 exemples. Aucun n'est le Sénégal, puisque malheureusement, le Sénégal n'était pas parmi les 7 pays. Mais on est en train de finaliser une étude qualitative du cas du programme de bourse de sécurité familiale qui a été présenté par M. Diop en partenariat avec l'IRAM et l'IPAR et avec un suivi et des contributions importantes de la délégation aussi. Donc cette évaluation, cette étude qualitative va être disponible, publiée à partir de début de l'année prochaine. Mais je retourne ici, donc on a vu les impacts du programme de transfert monétaire Child Grant Program en Zambie, et puis au Ghana, le programme LEAP,
C'est deux des pays dans lesquels on a travaillé. On a vu une augmentation très importante au niveau du ménage de la consommation des intrants, de la production agricole, de la propriété des animaux d'élevage de divers types, des terres cultivées, des activités non agricoles, de l'épargne. Dans le cas du Ghana, on a aussi vu une augmentation dans la consommation des intrants, des activités non agricoles, de l'épargne et une réduction de dettes. Donc voilà, avec des impacts très importants au niveau de la production, au niveau ménage. On a ici un témoin d'un bénéficiaire du programme au Ghana qui dit que chacun de nous a nos mesures de retenir les services de manœuvre supplémentaires et d'acheter des intrants agricoles. Donc, si on peut passer au prochain écran, on va parler maintenant un peu plus des impacts au niveau local et particulièrement de l'effet multiplicateur de revenus. On a vu dans les 7 pays dans lesquels on a travaillé que dans le cas des transferts monétaires en particulier, l'effet multiplicateur dans chacun des cas est supérieur à 1. Ça veut dire que pour chaque dollar, si vous voulez, qui est investi dans chacun de ces pays par les transferts monétaires, on voit plus de 1 dollar qui est généré dans l'économie locale. Donc, un effet aussi très important au niveau local. Et on peut passer au prochain écran, s'il vous plaît. Donc, voilà. Donc, on voit que la protection sociale, elle est fondamentale, elle est très importante hein, pour lutter contre la faim et la pauvreté, mais elle n'est pas non plus suffisante. Ça veut dire qu'on n'est pas en train de dire que, voilà, basta, la protection sociale, elle va remplacer l'agriculture et tous les problèmes vont être réglés. Ce n'est pas du tout le cas. Au contraire, c'est une question de reconnaître et de travailler pour faire en sorte que la protection sociale et l'appui à l'agriculture familiale puissent mieux se compléter et se renforcer mutuellement. Et cela, pas seulement parce que la FAO a fait des études, mais il y a des engagements politiques importants en Afrique par rapport à cela, à l'exemple de la déclaration de Malabo de l'Union africaine de 2014, où les chefs d'État, dans le cadre de l'engagement à éliminer la faim, ont été d'accord pour intégrer les mesures visant à accroître la productivité agricole aux initiatives de protection sociale, axées sur les groupes sociaux vulnérables en engageant des lignes budgétaires ciblées dans les budgets nationaux. Il y a aussi un engagement important au niveau sous-régional de l'Afrique de l'Ouest Sahel, dont M. Diop a aussi parlé dans le cas du Sénégal. Il s'agit du processus AGIR, qui est l'Alliance pour la résilience et qui implique les pays de la région et les organisations sous-régionales, qui est basée sur 4 piliers, dont la protection sociale et l'agriculture. Bon, donc voilà pourquoi lier la protection sociale et l'agriculture familiale. Donc on passe à la prochaine partie de la présentation. Je demanderai le prochain slide aussi, s'il vous plaît. Voilà, comment donc lier la protection sociale et le renforcement de l'agriculture familiale. Bon, là, on va parler surtout aussi basé sur une étude que la FAO a faite dans des pays de l'Afrique subsaharienne, Amérique latine et Asie, pour voir quels sont les éléments, les pistes, les aspects qu'on peut suivre pour créer une meilleure cohérence entre la protection sociale et l'agriculture. Bon. Donc, en termes d'environnement porteur, il est important de travailler sur l'engagement politique. Ça va jouer un rôle important. On va voir comment cela s'est passé au niveau dans le cas du Brésil. Un cadre de politique publique aussi satisfaisant, y compris au-delà des secteurs, comme on a vu par exemple dans le cas du Sénégal avec le PSE, le programme Sénégal émergent. La coordination aussi entre les institutions, puisqu'il s'agit forcément d'un dialogue multisectoriel, des dispositifs de financement qui peuvent tenir compte de l'importance de ces liens, et puis bien sûr des capacités humaines pour qu'on puisse formuler et mettre en œuvre les activités. Bon, cela en termes d'environnement porteur, en termes de programme plus particulièrement, je demanderai le prochain écran aussi, s'il vous plaît. Voilà.
Quelles sont les possibilités qu'on peut avoir? On peut adapter des interventions isolées en ce qui concerne des programmes, par exemple en changeant ou en adaptant le ciblage d'un programme d'agriculture pour les plus pauvres ou d'un programme de protection sociale pour les populations rurales, pour les agriculteurs familiaux, pour les petits exploitants en particulier. On peut aussi regrouper des interventions en un seul programme, en ayant des aspects de protection sociale et des aspects d'agriculture plus liés, et on peut coordonner et harmoniser des divers programmes. Et bon, ça, d'une façon générale, on va passer maintenant à la troisième partie de la présentation, qui est comment le Brésil a développé ces éléments dont je viens de parler, et donc comment le Brésil a lié la protection sociale à l'agriculture familiale. Avant de passer à cela, je fais rapidement un contexte du Brésil, donc un pays très grand avec 206 millions d'habitants en ce moment, avec une part de la population rurale de 15,6%, dont l'agriculture familiale est très importante, donc 84% des exploitations, qui va représenter 74, donc 3/4 de la force de travail au milieu rural, sachant que le Brésil a une définition très claire de ce qu'est l'agriculture familiale, avec une loi qui définit ce qu'est l'agriculture familiale et aussi avec un registre propre à l'agriculture familiale qui s'appelle l'ADAP. Okay. Le Brésil qui a fait un progrès en termes de diminution de la faim et de la pauvreté très important, ce qui a été très reconnu et montré au niveau international. Le Brésil a atteint les cibles de l'objectif du millénaire 1, a réduit considérablement de 15% à moins de 5% les sous-alimentés, a aussi un progrès en termes de lutte contre la pauvreté très important. Et qui a un système de protection sociale important. Au milieu rural, 40% de couverture en ce qui concerne juste l'assistance sociale, avec plus de 70% de couverture des ruraux les plus pauvres, selon les données de la Banque mondiale. Donc, on passe à la au prochain écran, s'il vous plaît, pour parler, voilà, merci, plus particulièrement donc de comment le Brésil a fait ces liens. Et je voudrais bien renforcer cela. Donc le focus de notre présentation aujourd'hui, c'est le lien entre la protection sociale et l'agriculture familiale, puisque pour parler du cas brésilien en protection sociale, cela est bien au-delà de notre but aujourd'hui et mériterait quelques présentations en soi, ainsi que de parler que de l'agriculture familiale en particulier aussi, irait moins au-delà de notre présentation avec sa propre série des discussions aussi. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est de mettre en évidence des questions qui nous ont paru pertinentes en ce qui concerne les liens entre les deux. Donc, en termes d'engagement politique, il faut savoir que depuis 2003, on a le programme 1.0 qui a eu aussi beaucoup de visibilité internationale, donc qui a été très très connu, et qui va mettre en relation ces deux domaines de façon très systématique, ainsi que d'autres domaines aussi, et qui va le faire autour de la lutte contre la faim, donc autour de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Et ça va suivre en 2011 avec le Brésil sans extrême pauvreté, qui est un plan qui est mis en œuvre depuis cette année-là, et donc qui va continuer à faire un lien important entre les deux. Donc on passe d'un lien qui est fait dans le contexte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle à un lien qui est fait dans le contexte de la lutte contre l'extrême pauvreté, mais qui a des éléments en commun très importants. Donc un élément, c'est l'engagement politique de haut niveau, c'est-à-dire que c'était des engagements politiques au niveau de la présidence de la République, ce qui a créé un environnement très favorable au lien entre ces deux domaines et qui a eu aussi des effets importants en termes des développements des politiques et d'allocation de ressources, etc., dont on va parler un petit peu plus.
et qui, avec un mouvement de la société civile qui était déjà en cours en ce qui concernait surtout la sécurité alimentaire et nutritionnelle, ça va créer donc un environnement très porteur pour développer ces liens-là. Bon, il faut dire que ni le Fonds Zéro ni le Brésil sont d'extrême pauvreté. Il s'agit d'une mesure en particulier, mais bien d'un ensemble de mesures qui est mise ensemble avec un but commun, donc dans le contexte du Fonds Zéro, la lutte contre la faim, dans le deuxième contexte de l'extrême pauvreté. Donc, des fois, les gens ils confondent cela avec une seule mesure. Non, ce n'est pas le cas. Bon, les cadres des politiques publiques, la première chose que je voudrais dire, c'est qu'elles sont ancrées dans le droit, y compris au plus haut niveau, c'est-à-dire au niveau constitutionnel. L'alimentation, à partir de 2010, entre dans la constitution brésilienne comme un droit social, à la suite d'une mobilisation très importante de la société civile aussi. La sécurité sociale fait partie des droits constitutionnels avec une conception large de la sécurité sociale, donc qui comprend la contributive et la non contributive, donc plus proche de ce qu'on, dans le domaine international, on va mettre sous le concept de protection sociale plus large. Et donc, c'est créé. Et en 2010, la politique nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle est créée, qui donne les objectifs, les orientations, le système de gestion, le financement, le suivi et l'évaluation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, et qui va donc renforcer ces liens entre protection sociale et agriculture familiale et le caractère de multisectorialité de la question. Les dispositifs de coordination donc, vont être aussi renforcés par cette politique. On a un système qui est assez bien conçu dans le sens où il y a dans les trois domaines de l'administration brésilienne, c'est-à-dire au niveau national, au niveau des unités de la fédération et au niveau des municipalités qui sont les domaines les plus locaux au Brésil, un effort de constitution de cette coordination dans ce qu'on appelle le système de sécurité alimentaire et nutritionnelle, avec des instances intersectorielles gouvernementales qui vont faire la gestion des différentes mesures de sécurité alimentaire et nutritionnelle, avec des conseils participatifs, c'est-à-dire avec la participation de la société civile dans les trois niveaux. Le conseil au niveau national, donc, qui s'appelle conseil, est une instance qui conseille la présidence de la République directement, donc avec un pouvoir politique assez important, et avec des conférences qui sont des grandes plénières qui vont rassembler des gens qui sont impliqués dans le domaine, que ce soit au niveau municipal, au niveau de l'unité de la fédération nationale, donc ils vont impliquer la société civile de manière très large pour indiquer les priorités à suivre dans le cas de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Bon, le financement est surtout public avec des allocations budgétaires très importantes, comme j'avais indiqué avant, des programmes majeurs et aussi des allocations budgétaires importantes pour soutenir le système. Bon, on peut passer au prochain écran en parlant particulièrement des programmes. Donc, j'avais dit tout à l'heure trois types, on va dire, d'éléments qu'on peut suivre pour essayer de mettre ensemble au niveau de programmes à la protection sociale et l'agriculture. Ici, je vais parler de comment le Brésil a fait cela dans chacun des cas. Donc, en ce qui concerne l'adaptation des interventions, je voudrais mentionner une action que le Brésil a fait, une expérience intéressante qui est très peu parlée dans le domaine international, qui concerne la retraite rurale. Donc, le Brésil a un système de pension, y compris de pension rurale, bien réglé. Et il y a, si vous voulez, un cas particulier qui est utilisé pour gérer la retraite rurale des agriculteurs familiales des catégories particulières, c'est-à-dire
ceux qui sont dans des systèmes de subsistance, qui sont vus comme ceux qui ne commercialisent pas. C'est-à-dire que les agriculteurs familiaux qui ne commercialisent pas ne contribuent pas ou ne doivent pas contribuer formellement au système de pension pour avoir leur retraite. Ils ont le droit à cette retraite qui est d'un salaire équivalent à un salaire minimum. Donc ça, c'est une mesure très importante que je voudrais mentionner. Après, en ce qui concerne le regroupement des interventions en seul programme, là, on passe de ceux qui ne commercialisent pas à ceux qui commercialisent, qui ont le potentiel de commercialiser, puisqu'on amène ici le cas de deux programmes très importants qui cherchent à appuyer les agriculteurs familiaux à avoir accès au marché, dans ce cas particulièrement aux achats qui sont faits par le gouvernement. Donc, c'est le PAA, le programme d'achat d'aliments, et le PNAE, qui est le programme national d'alimentation scolaire. Donc, le PAA, M. Diop a mentionné, puisqu'il y a ces programmes de coopération sud-sud avec le Brésil, dont la FAO est un des partenaires qui s'appelle PAA Afrique. Je vais parler un peu plus de cela en avant, qui est donc à l'origine de ces dialogues et de cette expérience que M. Diop a mentionné au Sénégal. Le PAA au Brésil, il cherche à avoir deux types d'objectifs, si vous voulez, un lié à l'accès aux aliments, l'autre à l'appui à l'agriculture familiale, donc à travers l'accès au marché. En fait, ce qui est fait, c'est que il y a des achats publics qui achètent exclusivement auprès des agriculteurs familiaux des produits variés, donc une gamme très variée de produits, pour distribuer ces aliments soit dans le contexte de programmes gouvernementaux, soit dans le contexte de la société civile par des initiatives, des associations, des organisations des quartiers, etc., qui va soit distribuer ces aliments gratuitement, soit on aura une vente à bas prix, ce qui est le cas par exemple dans les restaurants populaires qui sont tenus par le gouvernement brésilien. C'est un programme qui a des différentes modalités de mise en œuvre, mais qui cherche toutes à faire donc ce lien entre l'accès aux aliments variés et les achats de l'agriculture familiale. L'autre programme, le PNAE, donc c'est un programme d'alimentation scolaire, mais qui a aussi un souci important d'être lié avec l'agriculture familiale, puisque par la loi, au moins 30% des dépenses publiques pour acheter les aliments de cette alimentation scolaire doivent être dépensées auprès des agriculteurs familiaux, donc en achetant les produits directement de cette catégorie-là, sachant que c'est un programme très grand qui a aujourd'hui atteint à peu près 1/5 de la population brésilienne, qui est donc universelle pour l'éducation publique et qui donne des repas journaliers gratuits et qui a un souci de nutrition important, donc qui a une diversité des menus importante puisqu'il va assurer la valeur nutritionnelle à partir de la variété des aliments et donc à partir aussi d'une possibilité de marché pour les agriculteurs familiaux pour des produits très très différents. Donc voilà, on passe au prochain écran et voilà. Et les derniers cas du contexte brésilien que je voudrais partager est donc dans le contexte de la coordination et l'harmonisation de programmes, qui est le programme Fomento, qui va combiner un appui productif aux agriculteurs familiaux en extrême pauvreté avec la bourse familiale, le programme Bolsa Família brésilien. Donc, comment cela se passe? Donc, le programme Bolsa Família au Brésil, il est très connu. Donc, il est dans le contexte du programme Fin Zéro et puis il est un des programmes importants du Brésil sans extrême pauvreté aussi. C'est un programme de transfert monétaire avec des conditionnalités, surtout en éducation et santé, aux ménages en situation de pauvreté et d'extrême pauvreté, que ce soit au niveau rural ou au niveau urbain, un programme qui a été très très évalué et qui a montré ses impacts positifs dans plusieurs domaines et qui est aussi un programme très grand qui atteint aujourd'hui à peu près un quart de la population brésilienne. Donc, ce que
cherche à faire le fomento, c'est de croiser le registre qui est utilisé pour la bourse et pour d'autres programmes. C'est le registre unique. Le Sénégal a aussi cette expérience. Le Brésil a un grand registre unique qui a utilisé pour le programme de bourse familiale et pour d'autres programmes, à peu près une vingtaine de programmes. L'idée du fomento est donc de croiser ce registre-là avec le registre de l'agriculture familiale dont j'avais mentionné tout à l'heure, la DAP, et donc avoir les agriculteurs familiaux en situation de pauvreté, extrême pauvreté, pour leur donner une assistance technique, c'est-à-dire donc qu'on puisse leur aider à faire un projet dans l'exploitation agricole et pour qu'on puisse faire l'accompagnement de ce projet. Et pour financer ce projet, on a un transfert monétaire au-delà de Bolsa Família, qui n'est pas un crédit, est un transfert aussi sans qu'on doive repayer, qui est fait en 3 paiements maximum et qui va donc financer les activités productives de ces ménages-là au-delà de ce qui est transféré par la bourse, par le programme Bolsa Família en particulier. Donc voilà, on passe presque au dernier écran, si vous voulez. Voilà, donc des considérations finales. Il y a des échanges Brésil-Sénégal qui sont en cours. La FAO appuie certains de ces échanges. L'un d'entre eux est le programme PA Afrique dont j'avais parlé tout à l'heure et dont M. Diop a mentionné aussi dans sa présentation. Ce programme est un partenariat entre la FAO, le gouvernement brésilien, le gouvernement de 5 pays africains, donc le Sénégal et 4 autres, le PAM et l'IDFID, pour les achats locaux auprès des petits exploitants familiaux, pour les cantines scolaires et possiblement d'autres besoins du gouvernement. Et ce programme, il a une partie opérationnelle et une partie de connaissances, ce qui promeut un processus d'apprentissage très important puisqu'il y a un dialogue sud-sud avec le Brésil, donc avec le cas brésilien du PAA, mais aussi avec parmi les 5 pays africains qui font partie du programme, et aussi entre l'opérationnel et ce qui peut être fait au-delà de cela, comme M. Diop a présenté en termes d'apprentissage. Et ce qui est fait à partir d'un système de suivi et évaluation qui a été mis en place. D'ailleurs, le processus d'évaluation du programme au Sénégal est en train d'être fait. C'est une évaluation indépendante qui va être disponible à partir de janvier. Et donc, c'est un programme aussi que dans le contexte du Sénégal a été mis dans le contexte d'un comité de pilotage multisectoriel au sein duquel l'extension du programme a été discutée et définie et qui est donc un exemple très intéressant de dialogue Brésil-Sénégal, mais aussi au-delà du Brésil et Sénégal avec d'autres pays dans la région. Et il y a aussi un appui au programme national des bourses de sécurité familiale, y compris dans l'articulation et la complémentarité avec d'autres programmes. Et si Diop a parlé beaucoup de cet intérêt et de cette priorité du gouvernement sénégalais, la FAO appuie cela aussi, y compris avec des spécialistes brésiliens pour promouvoir les échanges. Et voilà, le dernier message que je voudrais donner, c'est qu'il s'agit vraiment, dans le contexte de ces dialogues, d'essayer de faire un transfert intégral d'un modèle, mais bien au contraire, il s'agit de voir quelles sont les possibilités du cas brésilien qui peuvent être considérées, qui peuvent être testées, qui peuvent être adaptées. Et cela, et je passe au dernier écran, s'il vous plaît. Et cela toujours en tenant compte du contexte de chaque pays. Donc, on a aussi cette publication qui est un cadre d'analyse et d'action pour la cohérence entre l'agriculture familiale et la protection sociale qui est disponible, qui peut être utilisée, qui peut aider aussi donc à analyser et à discuter une plus grande cohérence entre protection sociale et agriculture. Qui a été développé beaucoup dans un contexte de développement et qui peut être aussi complété avec d'autres publications qui concernent la résilience, donc qui peuvent prendre en compte aussi des questions de choc et de crise, mais qui peut être un outil très intéressant. Donc voilà, merci. Je reste ouverte à la discussion, aux questions. Merci beaucoup.
Merci beaucoup Darana pour cette présentation intéressante. Je voudrais juste faire un petit résumé de votre présentation et aussi de la présentation d'Amadou avant de passer directement aux questions des participants, parce qu'il ne nous reste que 9 minutes officiellement. On a juste décidé avec l'équipe organisationnelle d'additionner des 10 minutes extra, alors jusqu'à 1h40 pour pouvoir encore répondre à encore plus de questions parce qu'il y en avait assez de questions intéressantes en fait et on veut donner cet espace aussi pour l'interaction avec le public. Alors, ceux d'entre vous qui peuvent se permettre de rester encore 10 minutes après le fin officiel, ça serait très bien si vous pouvez rester avec nous pour voir la fin de la discussion. Alors, je crois que la présentation de Darana a vraiment montré de nouveau l'importance de penser des synergies et de la coordination entre les politiques agricoles et les politiques de protection sociale. C'est bien, si je me souviens bien, ce sont 75% des pauvres qui vivent au milieu rural et il y a aussi assez de preuves qui montrent que l'implémentation des systèmes des programmes de protection sociale au milieu rural peut promouvoir le développement agricole et aussi avoir des impacts importants sur des indicateurs agricoles. Alors, ce n'est pas seulement la réduction de la pauvreté, mais c'est aussi un investissement dans le développement agricole vraiment. Après, Darana a aussi montré comment le Brésil a fait ce lien avec des divers programmes et aussi comment le Brésil a commencé à coopérer avec l'Afrique. Alors maintenant, on peut penser pour le Brésil, c'est peut-être un peu plus facile. Darana a mentionné que c'est 15 ou 16% de la population brésilienne qui vit au milieu rural. Dans les pays africains, comme le Sénégal, par exemple, c'est beaucoup plus. Mais la présentation d'Amadou Diop a montré aussi que même au Sénégal, il y a des efforts en place pour utiliser ces synergies entre la protection sociale et l'agriculture, même s'il y a un pourcentage beaucoup plus haut de la population qui vit au milieu rural, ce qui fait ça plus difficile, mais quand même, Amadou a montré comment le Sénégal a des divers exemples, comment ça peut se passer, par exemple, avec le programme national des bourses familiales du Sénégal, qui a maintenant, qui est vraiment vu comme un moteur de résilience, comme Amadou a dit, et aussi qui n'est pas seulement implémenté par la délégation nationale à la protection sociale, mais aussi dans une coopération avec les autres ministères qui travaillent au milieu rural, notamment le ministère d'Agriculture et comme on a vu dans la présentation d'Amadou, la coordination interministérielle, c'est aussi un élément très clé pour pouvoir promouvoir cette implémentation conjointe des deux domaines politiques. Après, ce qui était aussi intéressant dans les deux présentations, c'est qu'on a mentionné le programme du PA. Alors, Darana l'a mentionné comme le programme brésilien qui a existé depuis 2003 et le PNAE qui est le programme d'alimentation dans les écoles. Et après, Amadou a montré comment le programme PAA est aussi implémenté au Sénégal. Et c'est peut-être juste pour mentionner aussi, comme nous, l'équipe à l'IPC, nous sommes en train de faire des recherches sur le programme PAA aussi. Et en fait, c'est le programme brésilien qui aussi par la coopération brésilienne et le ministère des Affaires étrangères du Brésil a été, avec l'appui du Brésil, été implémenté maintenant dans 5 pays africains, entre eux le Sénégal, les autres ce sont le Niger, l'Éthiopie, le Malawi et le Mozambique. Et ça montre aussi que c'est un programme qui fait explicitement le lien entre la protection sociale et l'agriculture, qui peut être vraiment
implémentées dans des différents contextes des pays africains. Mais je m'arrête déjà ici. C'est un sujet dont on pourrait parler probablement encore pour des heures, mais maintenant c'est vraiment le moment de donner la possibilité à notre audience qui participe de ce webinaire de poser leurs questions. Alors, on va commencer par une question de Adiza Ada Boureima de la FAO au Niger. Et la question c'est, j'aimerais qu'on approfondisse la stratégie d'approche des petits exploitants, et ce à travers des organisations paysannes organisées ou avec des bénéficiaires individuels, je veux dire les ménages directement. Alors j'imagine que c'est une question pour Daraner et aussi pour Amadou, pour expliquer un peu mieux si les cibles de ces interventions devraient être les organisations ou plutôt les individus. Et je vais déjà lire encore deux questions, juste pour qu'on ait un peu plus de temps pour y répondre. Après, Marielle Fegoursat de la Zambie, de la ILO de la Zambie, a demandé: pourriez-vous partager quelques indicateurs de résultats relatifs à la phase test PA à Kédougou pour donner une idée de l'ampleur du programme? Faites-vous face à des défis particuliers et quelles sont les solutions proposées dans le cadre de l'extension du programme? Et après encore, Rosana Miranda du Brésil a demandé à M. Diop par rapport au registre unique. Elle voudrait bien savoir plus sur ce registre unique et comment l'expérience de registre unique se démarre jusqu'à maintenant, quelle est la couverture, les responsables, les études, etc. Et peut-être moi je voudrais aussi ajouter à cette question si le registre unique est déjà utilisé aussi pour coordonner les programmes de la protection sociale et de l'agriculture, s'il y a déjà ce lien. Alors je crois pour une première ronde de questions c'est déjà bon. Je voudrais laisser 4 minutes à chaque panéliste pour répondre à ces questions. Commençons avec Amadou Diop. Oui, merci. Merci à tous les participants qui ont montré de l'intérêt en posant des questions. Je vais certainement commencer par le registre national unique. En fait, le registre national unique est géré au niveau de la délégation générale à la protection sociale. L'idée, Darana en a parlé tout à l'heure, c'est de permettre la coordination avec tous les ministères sectoriels. Et cette coordination-là, on a vu que la meilleure façon de le faire, c'est d'ancrer le registre national unique à un niveau le plus hautement stratégique possible. Donc la délégation générale étant au niveau de la présidence, donc c'est ce registre national unique-là qui est également au niveau de la présidence pour permettre la coordination, mais également le suivi de toutes les politiques publiques en matière de protection sociale. Quand on le faisait, c'était surtout en fait pour permettre aux plus hautes autorités de bien suivre la politique de protection sociale. Le registre unique nous coûte en moyenne chaque année $1 million pour faire le ciblage, pour faire les enquêtes, pour construire la base de données, faire le PMT, etc. Le gouvernement du Sénégal dépense chaque année $1 million. Nous l'avons commencé en 2013 et actuellement l'objectif c'était de couvrir 450 000 ménages et nous l'avons fait, nous avons réalisé cet objectif-là depuis le mois d'avril dernier. Maintenant, nous sommes en train de réfléchir à la mise à jour en fait du registre national unique. Donc toutes les activités qui vont être menées dorénavant seront consacrées à la mise à jour. Donc chaque année, il faudra revenir, faire des mises à jour, corriger les données, assurer le suivi des populations qui sont dans la base de données. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a le système d'information et de gestion
qui permet maintenant de faire la connexion avec tous les ministères sectoriels et tous les projets, programmes qui découlent des activités de ces ministères sectoriels. Par rapport à l'exploitation familiale, la première question, c'était est-ce que c'est les individus ou les organisations qui sont pris en compte? Au niveau de la délégation, l'approche que nous avons pour le programme national de bourse, c'est plutôt une approche ménage. Mais comme vous l'avez bien compris, en général, les projets et programmes du ministère de l'Agriculture, du ministère de l'Élevage ont plutôt une approche organisation paysanne. C'est voilà tout l'intérêt en fait de la connexion entre nos différentes activités. Nous appuyons des ménages individuellement. Le ministère de l'Agriculture appuie des ménages certainement, mais avec une entrée organisation paysanne. Si vous prenez un individu ou un ménage qui est en situation de pauvreté, certainement c'est une pauvreté monétaire, c'est une pauvreté liée à un capital économique, etc., etc. Mais c'est également une pauvreté que je dirais sociale. En général, les populations qui sont en situation de pauvreté sont frappées d'ostracisme. Quand vous allez dans leur communauté, vous voyez qu'ils sont un tout petit peu à l'écart. Ils ne peuvent pas participer aux activités de la communauté parce qu'ils n'ont pas toujours l'argent. Ils ne sont pas stigmatisés au Sénégal. Il n'y a pas de stigmatisation des populations qui sont pauvres. Mais en général, c'est eux, ces populations elles-mêmes qui préfèrent se mettre à l'écart vu leur situation. Donc l'intérêt de travailler avec un projet du ministère de l'Agriculture, justement, c'est de remettre l'individu en fait dans le tissu social d'abord. Donc, de façon plus concrète, avec le PADAER, dans la région de Tambacounda ou dans la région de Kédougou. Nous leur donnons la liste des ménages qui sont enrôlés dans le programme national de bourse et qui sont également dans le RNU, dans le registre national unique. Une fois qu'on leur donne la liste, ils font des enquêtes complémentaires et ils font un rattachement du ménage qui est appuyé par la délégation avec une organisation paysanne. En général, il faut avoir un tout petit peu d'argent pour cotiser et participer à l'organisation paysanne. Et maintenant, une fois que le ménage est associé à une organisation paysanne, c'est à partir de ce moment-là que le PADAER vient ou le PASALOMACAF vient pour donner des appuis, mais des appuis spécifiques, des appuis orientés à la nature de l'individu qui est en situation de pauvreté. Et ce qui nous conforte dans cela et ce qui nous aide, c'est qu'en général, les partenaires techniques et financiers qui financent ces projets, ils donnent une importance capitale à la prise en compte du genre et de la pauvreté. En moyenne, au Sénégal, 15% des activités, des projets, programmes du ministère de l'Agriculture, 15% des financements doivent être consacrés aux populations qui sont pauvres. Donc, c'est tout l'intérêt également de cette connexion entre les populations que nous appuyons dans le cadre des activités de protection sociale et les activités du ministère de l'Agriculture. Concernant Kédougou, le PA, moi, ce qui m'a surtout frappé personnellement par rapport à cette expérience, c'est que ça a permis, dans une zone, de réaliser un dialogue intersectoriel. Ça a permis de mettre des acteurs ensemble pour qu'ils travaillent pour le même objectif. Et l'autre résultat qui est assez intéressant, c'est que ça a permis en fait de mettre en place un paquet de mesures au bénéfice des exploitants familiaux, mais un paquet de mesures adaptées. En général, les projets de sécurité alimentaire, les projets de production agricole, en fait, sont très productivistes. On insiste beaucoup sur le machinisme agricole, on insiste énormément sur la mise en place d'intrants, etc. Mais ce n'est pas toujours très adapté à l'exploitation agricole familiale. Parce qu'au Sénégal, nous visons l'autosuffisance en riz. Donc, il faut booster la production avec de grandes surfaces agricoles, avec du machinisme, etc., etc. Ce qui n'est pas toujours adapté à l'agriculture familiale. Donc, le PAA, en fait, a permis, avec l'accompagnement de la FAO, vraiment de mettre en place un paquet de services qui est adapté à l'agriculture familiale. C'est ce qui fait que, quand vous allez à Kédougou, vous verrez des producteurs qui ont été accompagnés dans le cadre de ce projet, qui ont doublé en fait leur récolte,
ils arrivent maintenant à faire 1 tonne à l'hectare, alors qu'avant c'était 400, 500 tonnes maximum, parce qu'ils ont acquis des formations, ils ont acquis des compétences, mais également ils ont eu un accompagnement de proximité et un accompagnement adapté. C'est vraiment un résultat que je trouve assez intéressant. L'autre aspect par rapport à Kédougou, c'est qu'également ça a permis de mettre les exploitants agricoles familiales dans le tissu économique, dans le cadre d'une chaîne de valeur. Il ne s'agit plus de produire pour produire, mais il s'agit de produire tout en sachant que la production, la commercialisation de la production est assurée. Elle est assurée pour alimenter les cantines scolaires et elle est assurée pour également permettre la fréquentation, booster la fréquentation des enfants au niveau de l'école. Donc c'est vraiment un projet qui s'insère dans une chaîne de valeur. C'est un projet qui montre que les gens se sont mis ensemble pour travailler pour le même objectif, et c'est un projet qui a permis de montrer qu'il fallait, pour booster l'agriculture familiale, mettre en place un paquet de mesures adaptées et un accompagnement de proximité. Je vous remercie. Je vais laisser Darana continuer. D'accord, merci Amadou, et je laisse la parole directement à Darana. Merci. Donc, par rapport à la question sur cibler soit les individus directement ou les ménages ou le faire à travers les organisations, bon, juste pour répondre dans le cas brésilien que j'avais traité tout à l'heure, il y a les 2 cas, même au sein du même programme. Par exemple, le PA au Brésil, il y a des modalités où les agriculteurs peuvent vendre directement ou ils doivent le faire par une organisation. Dans les cas de fomento, comme j'avais dit, c'est au niveau du ménage, avec un suivi au niveau du ménage très important. Mais bon, au-delà du cas brésilien, je comprends la question, je trouve que c'est une question très pertinente, surtout quand on parle du lien entre protection sociale et agriculture, aux petits exploitants familiaux en particulier, c'est que très généralement, souvent, le programme qui cherche à donner un appui à l'agriculture ou aux agriculteurs familiaux en particulier passe par les organisations, alors que si on veut cibler aussi les plus pauvres, comme a mentionné aussi M. Diop, souvent ils ne sont pas organisés, ils ne font pas partie d'une organisation, surtout les plus formalisés, les mieux organisés. Donc le défi est de combler ce gap-là entre ceux qui ne sont pas au sein des organisations et qui peuvent être, par exemple, bénéficiaires des programmes de protection sociale et comment ce public-là peut aussi bénéficier de programmes qui sont mis en œuvre dans le cas du secteur de l'agriculture. Bon, il faut chercher des solutions comme celle qui a mentionné M. Diop au Sénégal, et voir comment on peut faire les liens entre les deux dans chaque contexte et voir quelle est la possibilité en fait de créer un système où il y a un suivi au niveau du ménage plus important. Par rapport au PA, bon, comme j'avais dit tout à l'heure aussi, il y aura l'évaluation qui sera disponible. Il y a un suivi qui a été fait. On peut partager avec vous après. On aura, je pense, accès aux questions et aux contacts des personnes. Voir quand va être disponible si vous voulez avoir tous les détails sur les états du programme. Je remercie aussi M. Diop pour partager, d'après le gouvernement du Sénégal, ses impressions et son évaluation du programme. C'est ça, merci. D'accord, merci beaucoup Darana. Et avec cela, nous sommes déjà à la fin de notre webinaire. En fait, on a déjà dépassé 10 minutes de notre temps. Mais je vous remercie pour votre compréhension et pour toutes les questions très intéressantes et très pertinentes que vous avez envoyées. De comment, si j'ai bien compris, les questions qui n'ont pas été répondues maintenant vont être répondues après le webinaire et seront être divulguées par le socialprotection.org, le site web. Et je voudrais remercier surtout
nos deux panélistes, Amadou et Darana, pour votre temps et pour la présentation qui était vraiment très intéressant, et à tous les participants pour les questions, et après, bien sûr aussi l'équipe du WWP et de Social.Protection.org à Brasilia qui ont organisé ce webinaire et qui ont fourni des contributions et un appui technique au général. Alors, j'espère qu'on peut continuer cette discussion peut-être dans un autre webinaire. Je vous remercie de nouveau et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.